Les trous noirs comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et les plus sinistres de l'univers. Ils peuvent engloutir des étoiles et des planètes entières, déformant l'étoffe même de l'espace et du temps. Mais que se passerait-il si la Terre, notre planète, était prise dans l'horizon des événements d'un trou noir? Que verrions-nous avant d'être anéantis? Nous allons voir ça aujourd'hui. Un trou noir, c'est un peu comme la brute dans la cour de récréation. On l'évite à tout prix. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est comme Houdini à l'envers. Comme les flocons de neige, chaque trou noir est unique. Chacun a une masse, une rotation et une charge particulière. Et il y en a de différentes tailles, un peu comme les jeans. Skinny, slim, décontracté, regular. Enfin, il en existe 4 tailles. Les plus petits sont de masse stellaire. Ils apparaissent lorsqu'une grosse étoile n'a plus de carburant et se replie sur elle-même. Ce sont les chihuahuas du monde des trous noirs. Ils sont minuscules, mais fougueux. Ils engloutissent toute la matière environnante comme un chiot affamé. Et le plus petit d'entre eux est quand même 3 fois plus massif que notre Soleil. Viennent ensuite les cadets de cette famille cosmique, les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont trop gros pour naître de l'effondrement d'une étoile. Les scientifiques pensent qu'ils ont pour origine la fusion de plusieurs trous noirs en un seul. Et même s'ils ne dominent pas les galaxies, ils peuvent tout de même engloutir quelques étoiles voisines. Tant mieux pour eux, hein? Mais sais-tu qui peut dominer une galaxie? Les énormes monstres de notre univers. Les trous noirs supermassifs. Ce sont des géants dont la masse varie entre des millions et des milliards de fois celle de notre Soleil. Ils jouent un rôle crucial dans la croissance et la formation de leur galaxie mère. Enfin, il y a les trous noirs ultramassifs. Crois-moi, impossible d'en imaginer la taille et la masse. Ces terreurs cosmiques sont extrêmement rares. Mais celles que nous connaissons peuvent dévorer des galaxies entières comme Pac-Man. Mais que se passe-t-il donc si l'on s'approche trop près d'un trou noir? Ou plutôt, que verrais-tu dans tes derniers instants? Eh bien, tout d'abord, tu atteindrais l'horizon des événements. C'est une sorte de point de non-retour. Une frontière invisible au bord d'un trou noir. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Par exemple, le temps commence à ralentir. Pas pour toi, mais pour une personne qui t'observerait à distance. Si tu tombais dans un trou noir, tu ne t'en rendrais pas compte. Mais si tu regardais quelqu'un d'autre tomber, tu le verrais ralentir et finalement se figer, comme quand une vidéo se surpose. En t'approchant encore, tu commencerais à voir des choses assez stupéfiantes. Sous l'effet de la gravité, la lumière environnante se déformerait, comme dans un miroir de fête foraine. Tu verrais même un halo de lumière autour du trou noir, un anneau de photons, ou des jets de particules à haute énergie s'échappant de ses pôles. Il est possible de s'approcher très près d'un trou noir sans ressentir d'effet majeur. Ce n'est que lorsque tu franchis l'horizon des événements que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es cuit. Après avoir franchi cette limite, tu ne verras plus rien. Pour la personne qui t'observe de l'extérieur, c'est comme si tu avais soudainement disparu. Parallèlement, tu pourrais commencer à te sentir un peu étiré, un peu comme un spaghetti. En effet, la gravité est si forte qu'elle te tirera dans plusieurs directions à la fois. Il existe même un terme scientifique pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Nous aborderons la linguinification dans une autre vidéo. Maintenant que tu es à l'intérieur d'un trou noir, tu vises la singularité. Il s'agit d'un foyer de densité infinie en son centre, où toute la matière est écrasée en un seul point. C'est comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes. Tout est écrasé jusqu'à ce que tout soit aussi petit que possible. Il est temps de dire au revoir, je suppose. Tout cela te semble effrayant? Voici un autre fait amusant. Les trous noirs ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a un au centre de chaque galaxie, y compris dans notre Voie lactée. Cela signifie-t-il que nous finirons par y être aspirés? Et si c'est le cas, comment cela se passera-t-il exactement? Imaginons un trou noir s'approchant de notre système solaire. Au début, il ne s'agit que d'une petite tache au loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, son attraction gravitationnelle commence à faire des ravages.
Les planètes commencent à dévier de leur trajectoire, les astéroïdes sont projetés dans tous les sens et les comètes se brisent en 1000 morceaux. Mais les vrais soucis, aussi vrais que sont vrais les saucisses dans un restaurant allemand, vont bientôt arriver. Quoi ? Le trou noir atteindra inévitablement la Terre. Tout d'abord, l'atmosphère de notre planète se verra attirée vers le trou noir, ce qui déclenchera une énorme tempête. Des vagues gigantesques déferleront sur nos océans, l'eau elle-même étant déformée par la force gravitationnelle. Imagine un peu les océans dans cet état. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau de notre planète. Or, la force de marée extrême du trou noir perturbera ce mouvement, ce qui affaiblira et déformera le champ magnétique. Tout cela provoquera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de grande ampleur, et la croûte et le manteau de la planète seront déchirés. Nos infrastructures et nos technologies seront complètement détruites. Les bâtiments, les ponts et les routes anéantis. Bien. Appuyons sur le bouton pause. Plutôt terrifiant, n'est-ce pas? Non, mais ne t'inquiète pas. Tu ne verras rien de tout cela, car tu auras ressenti les effets du trou noir beaucoup plus tôt. Voici comment nous perdrions notre champ magnétique avant même que tout ne commence à s'effondrer. Cela signifie non seulement que le climat deviendrait invivable, mais aussi que nous serions exposés à des radiations extrêmes. Ces rayons gamma et la chaleur du trou noir modifieraient radicalement notre planète. Adieu, belle nature. Et nous ne serions pas seuls dans notre misère. Encore plus terrifiant que tu ne le pensais, pas vrai? En engloutissant l'ensemble du système solaire, cette bête dévorerait à peu près tout. L'un des effets immédiats serait la perturbation de l'orbite des astéroïdes, des comètes et de tous les autres corps célestes. Les planètes commenceraient à se déformer et à s'étirer, leur surface prenant l'aspect du métal en fusion. Le Soleil lui-même serait affecté, sa surface se déformant comme une vulgaire boule de pâte à modeler. Et oui, tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais maintenant, respire et détends-toi, parce que rien de tout cela n'arrivera jamais. Cette chaîne s'appelle Sympa, tu te souviens? Tu as plus de chances de gagner un jour au loto que de voir la Terre emportée dans un trou noir. Le trou noir le plus proche de notre système solaire s'appelle Gaia BH1. Découvert par nos scientifiques en 2022, il se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, à environ 1600 années-lumière de la Terre. Gaia BH1 a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un trou noir de masse stellaire. Il n'est pas très intéressant en soi, mais sa découverte nous a permis d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de ces monstres cosmiques. Mais, comme je l'ai dit, il se trouve à plus de 1000 années-lumière de nous. Il se déplace très lentement et ne s'approchera jamais assez pour représenter un danger. Mais n'as-tu pas dit qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie lactée? Cela ne signifie-t-il pas qu'il aspirera un jour toute notre galaxie? Te demandes-tu peut-être. Ne te fais pas de soucis. La réponse est non. Celui qui se trouve au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius à étoiles. Tu te souviens de cette photo floue qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques années? Ce trou noir est en effet très massif et exerce une forte attraction gravitationnelle, comme deux adolescents qui tombent amoureux. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'affecte que les objets qui sont très proches de lui. Les corps dans notre galaxie sont tous trop grands et se déplacent trop vite pour être attirés par des trous noirs. Mais ils n'en sont pas moins extrêmement fascinants à étudier. Les scientifiques tentent toujours de percer leur mystère. Et même s'ils ne seront jamais dangereux pour nous, ils nous rappellent l'incroyable puissance de notre univers. Bien, je crois que je vais maintenant m'intéresser à l'incroyable puissance du chocolat. Il est normal que les planètes soient un peu inclinées sur le côté. Par exemple, la Terre est inclinée à un angle de 23 degrés. C'est pourquoi nous avons des saisons. C'est l'été, lorsque la partie du monde où tu te trouves penche plus près du Soleil. Et à l'inverse, c'est l'hiver quand tu t'en éloignes. Mais Uranus est plus inclinée que la normale. Elle repose à un angle de 98 degrés, ce qui a un effet énorme sur ces saisons. Chaque saison sur Uranus dure pas moins de 21 ans. Pense-y la prochaine fois que tu te plains que l'hiver dure trop longtemps. Ici sur Terre, nous évaluons nos trajets en minutes et en heures, voire en jours. Il faut 10 minutes pour aller à pied chez ton meilleur ami ou 15 minutes pour aller à ton café préféré. Mais dans l'espace, c'est différent. Il est vaste, ce qui signifie que nous mesurons l'écart qui nous sépare d'un certain point en années.
Dans la plupart des cas, une telle distance s'exprime même en années-lumière. Si tu voulais un jour aller marcher sur la Lune, il te faudrait 9 ans pour parcourir les 380 000 km qui nous en séparent. Peut-être aimerais-tu faire un tour vers notre étoile voisine, Proxima Centauri. Si tu gardais le pied au plancher à une vitesse constante de 110 km/h, tu y arriverais en 356 milliards d'heures, soit environ 40,5 millions d'années. Au bout des 20 premiers millions d'années, tu te demanderas sans doute pourquoi tu as voulu y aller. Mars abrite la plus grande vallée que nous ayons découverte à ce jour, Valles Marineris. C'est un système assez impressionnant de canyons de 4000 km de long, soit 5 fois plus grand que le Grand Canyon. Les chercheurs l'ont repéré pour la première fois dans les années 70. Un banc de volcans situé de l'autre côté de la crête du canyon a probablement contribué à former cette vallée. Nous n'avons pas encore découvert de planète entièrement faite de diamants, mais sur certaines planètes, il pleut bien des pierres précieuses. Sur Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses de notre système solaire, les tempêtes de foudre transforment le méthane abondant en suie, que nous connaissons aussi sous le nom de carbone. La suie tombe et se transforme en graphite. Le graphite se transforme ensuite en diamant d'un diamètre d'environ 1 cm. Mais avant de commencer à chercher comment réserver une excursion pour collecter des diamants, sache que ces diamants ne durent pas. Après avoir pénétré dans le noyau de la planète, ils fondent. As-tu déjà remarqué que lorsque tu observes les étoiles 2 nuits de suite à la même heure, mettons à 21 h, elles restent au même endroit, mais pas la Lune? Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, cela dépend de l'heure à laquelle tu fais tes observations. Par exemple, si tu la regardes un soir à 20 h et le lendemain à 23 h, tu verras la Lune à 2 endroits assez différents. Dans ce cas, même les étoiles auront des places différentes dans le ciel, puisque notre planète tourne. Comme tu le sais, il lui faut 24 heures pour faire un tour complet. Cela signifie que de notre point de vue, il semble que le ciel et tout ce qui se trouve là-haut se déplacent autour de nous une fois toutes les 24 heures. De la même manière, le Soleil change de position, se lève et se couche chaque jour. Donc si tu sors 2 nuits de suite à la même heure, dans la plupart des cas, tu devras attendre une demi-heure supplémentaire, voire plus, pour que la Lune retrouve la même position que la nuit précédente. Les étoiles sont pratiquement immobiles. On dirait qu'elles se déplacent, mais c'est seulement parce que la Terre tourne. En revanche, la Lune se déplace vraiment autour de notre planète et passe par différentes phases. Par exemple, la nouvelle Lune est le moment où elle est complètement noire dans le ciel. La pleine Lune est le moment où son côté éclairé est totalement tourné vers la Terre. Il lui faut environ 1 mois pour faire un tour complet de la Terre. Pour ta collecte de diamants, tu aurais peut-être plus de chance sur cette planète située à 40 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques l'appelaient autrefois Super-Terre. Une super-Terre est généralement une planète bien plus grande que la nôtre. Cette planète, par exemple, fait le double de la taille de la Terre. Elle est si proche de son étoile qu'elle en fait le tour complet en moins de 18 heures, ce qui signifie que l'année y est plutôt courte. Et comme elle est si proche de son étoile, sa température monte jusqu'à 2700 degrés Celsius. À cause de la chaleur combinée à la densité de la planète, les scientifiques pensent que son noyau est composé de carbone sous forme de graphite et de diamants. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau se trouvant à 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus grande source d'eau que nous connaissions. C'est aussi le plus ancien. Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Et oui, si tu avais ouvert un compte épargne il y a 12 milliards d'années, avec les intérêts engrangés, tu aurais une jolie somme aujourd'hui. Mais les banques n'existaient pas à l'époque. Bref, ce nuage est si grand qu'il contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau de tous les océans de notre planète. Ce nuage nourrit en quelque sorte un trou noir. Il pourrait aussi contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour encourager le trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. La température moyenne de notre planète est d'environ 14 degrés Celsius, et la température la plus élevée jamais mesurée a été de 57 degrés Celsius. Cela te semble chaud? Eh bien, sur Vénus, elle peut atteindre 482 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire. Mais ce n'est pas assez chaud pour faire fondre de l'acier. Il faudrait qu'elle soit plus élevée de 1400 degrés Celsius pour y parvenir. Mais c'est assez chaud pour faire fondre le plomb, et c'est bien trop chaud pour abriter la vie. Du moins, sous aucune forme que nous connaissions.
Vénus n'est pourtant pas la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, mais elle a une atmosphère très épaisse qui piège les gaz à effet de serre. C'est comme si tu te couvrais d'une couverture très épaisse au beau milieu de l'été. Nous avons l'habitude de voir les volcans cracher de la lave chaude en fusion. Après tout, c'est ce qu'ils font principalement sur Terre. Mais dans l'espace, les volcans ont tendance à cracher du méthane, de l'eau ou de l'ammoniac. Et ces matériaux gèlent pendant l'éruption et finissent par se transformer en vapeur gelée et en quelque chose appelé neige volcanique. On les appelle donc des cryovolcans. Tu peux les trouver sur les lunes de Jupiter, Io et Europe, sur la lune de Saturne, Titan et sur Pluton. Ces volcans sont particulièrement actifs sur Io, qui possède des centaines de cheminées. Les véhicules de la NASA ont même capturé certains d'entre eux en éruption en temps réel. Les panaches de vapeur gelée qui en sortent s'étendent sur environ 400 km. Au fait, on vient de découvrir une autre lune autour de Jupiter, qui pourrait être adaptée à l'agriculture un jour. Elle s'appelle Ia-Ia-Ho. Je plaisante. Qu'arrive-t-il exactement à la lumière après qu'elle ait disparu à l'intérieur d'un trou noir? Le photon est une particule de lumière. L'horizon des événements est la limite d'un trou noir. Lorsqu'un élément, mettons un photon, passe cette limite, il ne peut plus s'échapper. Mais cela ne signifie pas que le trou noir l'a détruit. Il attire rapidement le photon vers son centre, où une masse énorme est entassée dans un espace infiniment petit. Mais on ne sait pas exactement ce qui arrive au photon dans des conditions aussi extrêmes. C'est toujours l'un des plus grands mystères. Un trou noir détruit-il la lumière ou non? Saturne possède 82 lunes que nous connaissons, 53 confirmées et 29 autres qui sont toujours sur la liste d'attente pour être confirmées comme de véritables lunes avant d'obtenir leur nom officiel. Et l'une de ces lunes les plus étonnantes pourrait être un gros morceau de roche de 1470 km de diamètre appelé Iapetus. Elle est sombre d'un côté et lumineuse de l'autre. Sa moitié la plus claire est 20 fois plus réfléchissante que l'autre. Il s'avère que le côté lumineux est de la glace. Le côté sombre est un peu plus compliqué. Une théorie affirme qu'il est sombre à cause de particules provenant d'une autre lune nommée Phébé. Une autre théorie dit que cela pourrait être à cause de la chaleur. Comme cette lune tourne très lentement, sa matière sombre absorbe la chaleur, ce qui la rend encore plus sombre. À ton avis, quelle taille peut atteindre un trou noir? En théorie, nous ne pouvons pas trouver de limite supérieure à sa masse. Mais les astronomes pensent que les trous noirs ultramassifs, UMBH, situés au cœur de certaines galaxies, ont pour la plupart une taille allant jusqu'à 10 milliards de masses solaires. Récemment, ils ont même découvert que ces UMBH ne peuvent physiquement pas grandir beaucoup plus que cela, car dans ce cas, ils commenceraient à perturber les disques d'accrétion qui les alimentent. Ce faisant, ils finiraient en quelque sorte par avoir l'œil plus gros que le ventre. La plupart des gens imaginent la couleur de l'univers comme étant quelque part entre l'aigue marine et le turquoise pâle. Même certains chercheurs pensaient que c'était le cas. Mais on a réussi à déterminer la couleur cosmique en combinant la lumière de plus de 200 000 galaxies situées à moins de 2 milliards d'années-lumière de notre planète. La vraie couleur est en fait plus proche du beige. Les chercheurs se sont trompés car le logiciel n'était pas correctement calibré. Il a finalement converti le spectre cosmique en la couleur que nos yeux verraient si nous y étions exposés. L'équipe a défini cette couleur comme un latte cosmique. Sans sucre et à emporter, s'il vous plaît. Accrochez-vous, chers passionnés de l'espace, car nous sommes sur le point de découvrir ensemble les secrets cosmiques qui ont été dévoilés cette année. Des étoiles géantes aux molécules organiques, cette année se présente sous les meilleurs auspices pour les astronomes. Alors, rattrapons tout ce que tu as peut-être manqué en 2023. Pour commencer, nous avons découvert de véritables monstres stellaires. Imagine-toi lever les yeux vers le ciel nocturne pour y apercevoir des étoiles qui ne sont pas seulement grandes, mais absolument énormes. Les scientifiques ont eu recours à un télescope de pointe, le télescope spatial James Webb, afin d'explorer les premiers jours de l'univers. Et au cours de leur pérégrination, ces chercheurs sont tombés sur d'anciennes étoiles qui étaient 10 000 fois plus grandes que notre Soleil. Oui, tu as bien entendu, 10 000 fois. Ce géant du monde stellaire faisait partie des toutes premières étoiles à s'être formées dans l'univers il y a de cela plusieurs milliards d'années. Imagine un amas globulaire comme un gigantesque conglomérat cosmique, où chaque groupe comporte de 100 000 à 1 million de membres. Ces amas s'apparentent à de gigantesques réunions de familles, toutes les étoiles naissant à peu près en même temps. Mais qu'est-ce qui rend ces monstres récemment découverts si particuliers?
Eh bien, leurs noyaux, autrement dit leur cœur, sont beaucoup plus chauds que ce que l'on observe d'ordinaire dans les étoiles. Les chercheurs pensent que cette chaleur intense pourrait être due à la combustion d'une grande quantité d'hydrogène à des températures très élevées, un peu comme un gigantesque barbecue galactique. Il se passe quelque chose de fascinant dans ces amas globulaires. Les petites étoiles s'écrasent sur leurs voisines supermassives et acquièrent ainsi de l'énergie supplémentaire, un peu comme une mise à jour. Mais le hic, c'est que la plupart de ces amas vieillissent et que ces étoiles supermassives ont disparu depuis longtemps. Les amas que nous observons aujourd'hui ne laissent entrevoir que des indices de leur existence. Les scientifiques les étudient à partir des traces mystérieuses laissées par leur présence. La découverte de ces étoiles monstrueuses est extrêmement importante pour notre compréhension de l'univers. Si les scientifiques parviennent à rassembler davantage de preuves permettant de confirmer leur existence, il s'agirait d'une avancée majeure. Cela nous permettrait d'en savoir plus sur les amas globulaires et sur la formation des étoiles supermassives en général. Mais ce n'était là que la première découverte fascinante de 2023. La suivante est plutôt triste. Tu vois ces magnifiques anneaux qui donnent à Saturne son look ravageur ? Eh bien, devine quoi ? Ils pourraient disparaître dans un avenir pas si lointain. Enfin, à l'échelle astronomique. La mission Cassini de la NASA, qui a exploré Saturne de 2004 à 2017, a permis de recueillir des données fascinantes sur ces anneaux. Lors du grand final de la course de Cassini, au cours de laquelle elle a effectué d'époustouflantes manœuvres à travers l'orbite de Saturne, les scientifiques ont remarqué quelque chose de surprenant. Les anneaux perdèrent beaucoup de leur masse chaque seconde, des tonnes à vrai dire. Cela signifie que cette superbe auréole ne restera là que pour quelques centaines de millions d'années encore, tout au plus. Cela peut sembler long pour les humains, mais à l'échelle de l'univers, ce n'est pratiquement qu'un clin d'œil. Ce qu'il faut en retenir, c'est que nous avons découvert que les immenses anneaux, comme ceux de Saturne, ne duraient pas éternellement. Ils finissent par disparaître. Au moins, ni toi ni moi ne serons plus là pour assister à ce moment. Les scientifiques ont une théorie amusante sur ce qui se passera lorsque les anneaux de Saturne disparaîtront. Ils pensent que les autres géantes de glace et de gaz de notre système solaire, telles qu'Uranus et Jupiter, ont peut-être eu, elles aussi, des anneaux massifs. Mais au fil du temps, ces anneaux se sont émiettés pour prendre l'aspect de fines bandes d'astéroïdes, comme celles que possède actuellement Uranus. Les anneaux de Saturne sont principalement constitués de glace, mais ils sont également parsemés de poussière rocheuse. Celle-ci provient des astéroïdes et des minuscules météores qui s'écrasent sur d'autres corps célestes et se désagrègent. C'est un peu comme une tempête de particules glacées et de débris cosmiques. Les recherches ont également révélé que les anneaux de Saturne sont apparus longtemps après la formation de la planète elle-même. Ils étaient encore en train de se former lorsque les dinosaures peuplèrent la Terre. En termes d'âge astronomique, ils sont donc assez récents, puisqu'ils n'ont que quelques centaines de millions d'années. Cette découverte a enthousiasmé les astronomes, car elle signifie qu'un événement de grande ampleur s'est produit dans le passé de Saturne pour créer cet étonnant disque glacé. Mais il s'agit là d'un mystère qui attend encore d'être élucidé. Les scientifiques voudraient d'arrêt comprendre ce qui a exactement provoqué la formation de ces anneaux et pourquoi ils ont une structure aussi époustouflante. Espérons qu'ils y parviennent. Mais passons à quelque chose de plus optimiste, car nous avons une autre nouvelle passionnante venue de l'espace lointain. Récemment, des scientifiques ont étudié l'une des galaxies les plus éloignées de l'univers, et ils y ont trouvé quelque chose d'étonnant. Des molécules organiques. La galaxie en question porte un nom à coucher dehors, SPTO 41847. Elle se trouve à plus de 12 milliards d'années-lumière de notre petite planète bleue. Peux-tu concevoir une telle distance ? C'est la galaxie la plus éloignée où l'on n'ait jamais détecté des molécules organiques complexes. C'est pourquoi observer cette galaxie, c'est comme regarder quelque chose qui date de l'époque où l'univers n'était encore qu'un bébé. Nous n'avons aucune idée de l'aspect actuel de celle-ci. La lumière qui nous en parvient correspond à ce qu'elle était lorsque l'univers n'avait 1,5 milliard d'années. Imagine être capable de voir des choses qui remontent aussi loin dans le passé. Ce qu'on a trouvé là porte un nom très compliqué. Une molécule d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou plus simplement une molécule de Happy. Tu te demandes sans doute, mais qu'est-ce que c'est que ce bidule ? Eh bien, devine quoi ? On peut en fait trouver ces molécules ici même, sur notre bonne vieille planète. Elles peuvent se retrouver dans des choses telles que la fumée d'échappement des voitures ou dans celle des feux de forêt.
Les molécules de HEP sont constituées de chaînes d'atomes de carbone. Et voici en quoi elles nous importent. Elles sont considérées comme les éléments de base de la vie. Réalise seulement, les éléments constitutifs de la vie, ces minuscules chaînes de carbone, ont été découverts dans une galaxie très lointaine. C'est comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Les chercheurs ont également découvert que le gaz flottant dans cette galaxie était rempli d'éléments lourds. Ce n'est pas rien, car cela suggère que de nombreuses étoiles se sont succédées dans cette galaxie, créant tous ces éléments étonnants. Cela signifie que cette galaxie est potentiellement riche en de nombreux autres éléments. Cette découverte ouvre un monde de possibilités et soulève tant de questions passionnantes. Comment ces molécules se sont-elles formées dans une galaxie si lointaine? Et puisque nous regardons dans le passé, qu'est-il advenu de ces molécules organiques au cours de cette période? Ont-elles pu évoluer vers la vie? Nous ne faisons qu'effleurer la surface de choses incroyables qui attendent encore d'être découvertes. Au fait, si tout cela se passe si loin, comment les scientifiques ont-ils bien pu réussir à découvrir une chose pareille? Eh bien, encore une fois, ils disposèrent d'un instrument, le télescope spatial James Webb. Cette machine sophistiquée a été lancée récemment et dispose de pouvoirs décuplés en matière d'observation de l'univers. Lorsque les scientifiques ont étudié cette galaxie lointaine, ils ont rencontré un petit problème. La lumière provenant de ces objets lointains était si faible qu'elle était difficile à voir ou à détecter. Mais devine quoi? Ils ont eu une idée brillante pour résoudre ce problème. Ils ont eu recours à ce que l'on appelle la lentille gravitationnelle, qui est un peu comme la loupe de la nature. Imagine deux galaxies parfaitement alignées, comme pour une séance de photos. La lumière de la galaxie lointaine, celle en arrière-plan, se dirige vers nous. Mais au cours de son voyage, elle traverse la galaxie d'avant-plan, qui agit comme une lentille spatiale géante. Que se passe-t-il ensuite? La gravité de la galaxie d'avant-plan courbe la lumière, à la manière d'une loupe, la rendant plus grande et plus brillante encore. C'est comme si nous disposions d'un zoom cosmique pour nos télescopes. Cette courbure de la lumière crée une forme super cool, appelée anneau d'Einstein. Il s'agit d'un halo ou d'un anneau de lumière entourant la galaxie de premier plan. En fait, c'est une façon pour la nature d'exhiber l'étendue SS pouvoir magique. Grâce à la lentille gravitationnelle et à ces magnifiques anneaux d'Einstein, les scientifiques peuvent voir plus clairement les objets éloignés et apprendre des choses étonnantes sur l'univers lointain. Et grâce à tout cela, ils ont réussi à découvrir les interactions chimiques cachées des premières galaxies. N'est-ce pas incroyable? Les scientifiques sont franchement emballés par cette découverte. Ils ne s'attendaient pas à trouver des molécules organiques aussi complexes dans une galaxie aussi incroyablement lointaine. Et qui sait, ce n'est peut-être que le début d'une passionnante épopée cosmique. Alors, gardez les yeux rivés sur les étoiles, chers explorateurs de l'espace. L'univers est plein de surprises, et qui sait quelles autres découvertes époustouflantes nous y attendent. On ne peut qu'espérer en apprendre encore davantage à l'avenir. Notre Soleil. Scénario 1. Quelque chose d'étrange vient de se produire. Toutes les chaînes de télévision et de radio parlent d'un trou noir qui s'est rapproché de nous, à l'endroit où se trouvait notre Soleil. On peut même y voir un disque d'accrétion et l'arrière-plan du ciel semble un peu déformé, ce qui signifie qu'il s'est vraiment rapproché. Normalement, les trous noirs sont si éloignés que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. On ne peut même pas les voir avec un télescope. Alors, que fait-il ici, si près? Et où est notre Soleil? Le trou noir l'a-t-il avalé? Le Soleil était autrefois au centre de notre système solaire, assez loin pour ne pas nous brûler, mais suffisamment proche pour nous donner de la lumière, de la chaleur et de beaux spectacles lorsqu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et puis, il nous a donné la vie. Le corps le plus massif de notre système solaire contient 99,8% de sa masse totale. Il est si large qu'on pourrait faire tenir plus d'1 million de terres à l'intérieur. Peut-être que notre Soleil s'est transformé en trou noir. Mais il est bien trop tôt pour que cela se produise. Pourtant, c'est bien comme ça qu'il se forme. Lorsque d'énormes étoiles arrivent à la fin de leur cycle de vie et explosent, ce qu'on appelle une supernova, elles finissent par s'effondrer sur elles-mêmes, devenant très petites. Une taille minuscule et une masse colossale. C'est ce qui rend la gravité des trous noirs si importante. Et même la lumière qui s'en approche de trop près ne peut pas s'en échapper. Or, toutes les étoiles de l'univers rétrécissent et disparaîtront à un moment donné.
Notre Soleil perd 4 millions de tonnes de sa masse chaque seconde. Et à terme, la seule énergie qui restera dans l'univers sera générée par les trous noirs. Un trou noir est entouré de poussière, de gaz et de radiation. Les radiations sont très dangereuses, alors nous espérons que notre planète ne s'en approchera pas trop. Notre système solaire n'a plus de lumière, plus de chaleur non plus, si bien que même Mercure et Vénus seront probablement recouvertes de glace très bientôt, sans parler de la Terre. Est-il besoin de mentionner que rien ne survivra à cette nouvelle ère glaciaire ? Le seul salut pourrait venir du disque d'accrétion qui tourne si vite qu'il génère de la chaleur, mais c'est trop de risques à prendre. Au moins, si le trou noir a exactement la même masse que notre astre, toutes les planètes resteront sur les mêmes orbites, Terre comprise. Mais s'il a une masse supérieure à celle de notre Soleil, ce que nos scientifiques essayent actuellement de déterminer, alors adieu système solaire, ravi d'avoir fait ta connaissance. Scénario 2. Oh non, qu'est-ce qui se passe ? C'était censé être une belle journée ensoleillée, mais maintenant, tu vois l'obscurité tomber brusquement. Comment se fait-il que ce soit la nuit alors que l'horloge indique 14 heures et la Lune a l'air si différente ? Les chaînes d'infos annoncent que notre Soleil a disparu et qu'à cause de certains événements mystérieux, la Lune n'est plus en orbite autour de la Terre. Elle se trouve maintenant au centre de notre système solaire. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons exactement 8 minutes et 20 secondes pour nous en rendre compte. Il faut peut-être des millions d'années pour que l'énergie du Soleil voyage de son noyau à sa surface, mais 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'il faut à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. La lumière effectue un voyage de 150 millions de kilomètres, ce qui correspond à la distance qui nous sépare du Soleil. Nous ne sommes plus dans la zone habitable. Il s'agit de la distance depuis une étoile, dans notre cas, le Soleil, à laquelle de l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète. Maintenant que le Soleil a disparu, sa lumière ne nous atteindra plus et notre planète deviendra progressivement une masse rocheuse gelée et dépourvue de vie. Qui sait si nous aurons assez de temps pour mettre au point les technologies qui nous fourniraient l'énergie solaire nécessaire au maintien de la vie sur Terre. Si ce n'est pas le cas, eh bien, des millions ou des milliards d'années plus tard, les scientifiques d'autres civilisations exploreront notre monde en tentant de prouver que la vie y a jamais existé. Soit la même chose que ce que nous faisons avec Mars et avec d'autres planètes de notre système solaire. C'est ainsi que nous essayons de déterminer si elles ont toujours été stériles ou s'il peut exister un signe que certains organismes y ont un jour vécu. Quelque chose d'autre, également essentiel à la vie, voyage à la vitesse de la lumière, la gravité. Sans le Soleil, pendant environ 8 minutes de plus, les planètes continueront à tourner autour du centre vide de notre système solaire, jusqu'à ce que le compte à rebours s'arrête et qu'elles finissent par dériver dans une direction inconnue de l'espace. Notre Lune n'a pas une gravité assez forte pour nous maintenir en place. Elle ne peut pas non plus briller assez fort pour nous donner de la chaleur et permettre la vie. Elle est si loin que nous pouvons à peine la voir maintenant. Sans la Lune qui voyage paisiblement près de notre planète, comme elle le faisait auparavant, nous pouvons voir que les marées descendent incroyablement vite. Et il y a de plus en plus de vent. Les vents sont tellement puissants et rapides désormais. Lorsque tout était normal, notre planète était inclinée de 23,5 degrés, ce qui explique les changements de temps et de saison. Maintenant, l'inclinaison est si extrême qu'il fait très froid très vite. Et notre temps est presque écoulé. Les gens crient, tout le monde est en panique. Il nous reste peut-être 1 minute avant de sombrer dans les ténèbres éternelles. Scénario 3. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ni comment l'existence paisible que nous menions a pris fin. Personne n'a pu le prédire, mais il semble que, sortie de nulle part, une étoile à neutrons géante ait pris la place de notre Soleil. Ce n'est pas une chose que nous aurions pu identifier par nous-mêmes. Nous avons juste remarqué que quelque chose était différent. Le Soleil est devenu plus petit et un peu bizarre. Le reste, nous l'avons entendu aux informations. Et personne ne sait comment cela s'est produit. Peut-être que notre Soleil est quelque part derrière l'étoile à neutrons, ou que l'étoile l'a poussé hors de notre système solaire dans une direction inconnue. Une étoile à neutrons est l'objet spatial le plus dense que nous connaissons. Sa masse est presque 2 fois plus importante que celle de notre Soleil, mais elle est comprimée dans une étoile de seulement 15 km de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une ville sur Terre. Une étoile à neutrons se forme lorsqu'une énorme étoile n'a plus de combustible. Elle s'effondre dans une grande explosion. Sa région centrale, le noyau, s'effondre aussi. C'est pourquoi chaque électron, une particule chargée négativement, et chaque proton, une particule chargée positivement, s'écrasent entre eux pour former un neutron, lequel comporte une charge neutre ou nulle. Nous sommes dans une situation très délicate maintenant, à attendre que notre fin arrive. Cette étoile à neutrons a une gravité 2 milliards de fois plus forte que celle de la Terre.
Cela signifie que notre nouveau Soleil va tirer toutes les planètes de notre système solaire vers lui et finira par les détruire. Ça a déjà commencé. Pour la première fois à notre connaissance, les planètes quittent leur orbite stable, attirées par la force colossale de l'étoile à neutrons. Cela devient très vite chaotique. Et ça ne s'arrêtera pas là. Une étoile à neutrons tourne plus de 700 fois par seconde, ce qui est incroyablement rapide. Notre Soleil ne tourne sur lui-même qu'une fois tous les 27 jours. Donc, après avoir détruit toutes les planètes, y compris la nôtre, cette étoile continuera à tourbillonner dans l'univers à environ 1/5 de la vitesse de la lumière. Peut-être qu'elle ralentira et s'éteindra avec le temps. Ou pas. Après des milliers d'années, de nombreuses étoiles à neutrons commencent à ralentir et à s'éteindre. Mais cela ne se produit pas toujours. Si elle rencontre une autre étoile, elle se mettra à orbiter autour d'elle et commencera à se nourrir de son atmosphère jusqu'à ce qu'elle s'effondre au bout d'un moment et se transforme en un trou noir géant. Notre Soleil allait s'éteindre de toute façon. Jusqu'à ce que l'étoile à neutrons apparaisse, le Soleil avait 4,6 milliards d'années, soit environ la moitié de sa durée de vie. Il avait déjà brûlé environ la moitié de ses réserves d'hydrogène et avait suffisamment de réserves pour 5 milliards d'années supplémentaires. Il était censé finir par atteindre la taille de la Terre. Après avoir épuisé son carburant, il se serait tout simplement effondré. Il aurait conservé son énorme masse, mais son volume aurait été similaire à celui de notre planète. Pas de Soleil, pas de vie. Donc, le résultat aurait été à peu près le même. Mais de cette façon, le processus aurait été lent. Et qui sait si les humains auraient encore habité le même système solaire à ce moment. Mais avec les étoiles à neutrons, les choses vont beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus imprévisible. Si une étoile à neutrons devenait folle, quelque part au loin dans une autre galaxie, nous ne la verrions que sous la forme d'une lointaine lumière clignotante que nous appelons un pulsar. Et puis, soudain, boum! Tu attends ton pain à l'ail qui cuit au four. En regardant les étoiles par la fenêtre de ta cuisine, tu te demandes « Pourrais-tu envoyer du pain à l'ail dans l'espace ?» Et plus important encore, pourrais-tu encore le manger s'il revenait ? Des questions cruciales. Habituellement, quand il s'agit de pain à l'ail, il n'y a qu'une chose dont les gens se soucient. Faut-il ou non mettre du fromage dessus ? Miam ! Ce goût d'ail appétissant combiné au pain croustillant et chaud. Bon, concentrons-nous. Comment allons-nous envoyer ce pain dans l'espace ? Étant donné que la première navette spatiale de la NASA a coûté environ 49 milliards de dollars, ils ne nous permettront sans doute pas d'emprunter un vaisseau spatial pour la journée. Ils doivent avoir des choses plus importantes à faire. Oui, c'est difficile à croire que certaines personnes ne prennent pas le pain à l'ail aussi sérieusement que le reste d'entre nous. Mais ne t'inquiète pas, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un ballon. Non, pas le genre de ballon que tu as l'habitude de voir dans ces fêtes où tu es entouré de pizzas, de hamburgers, de hot dogs et de gâteaux. Je crois que j'ai un problème avec le pain. Quoi qu'il en soit, le type de ballon dont nous avons besoin est un ballon météo. Il est conçu pour atteindre des altitudes élevées jusqu'à 38 km. Il transporte des instruments au-delà de notre atmosphère pour nous renvoyer des informations sur la température, l'humidité, la vitesse du vent et la pression atmosphérique. Un météorologue français a commencé à faire des expériences avec eux en 1896 et son travail a conduit à la découverte de la stratosphère. On peut se demander s'il aurait été fier de son ballon qui fonctionne désormais comme un service de taxi extraterrestre pour notre pain à l'ail. Peut-être pas, mais il serait certainement ravi de savoir que des centaines de personnes dans le monde entier libèrent aujourd'hui ces ballons pour leur propre expérience toutes les 12 heures. La plupart des organisations officielles estiment que l'espace commence officiellement à la ligne Kármán, complètement arbitraire, à 100 km au-dessus de nous. Envoyer du pain en orbite nécessiterait une vitesse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à l'heure. Sans notre fusée de la NASA, qui voyage généralement à une vitesse de 27 000 km/h, nous ne pourrons pas conduire le pain aussi haut ou voyager à cette vitesse. Mais notre ballon nous fera quand même faire un tiers du chemin vers l'espace en nous amenant dans la zone connue sous le nom de bord de l'espace. Étant donné que l'atmosphère là-haut est si mince, environ 1% de la pression au niveau du sol, ce n'est vraiment pas un si mauvais substitut de l'espace réel pour ce test. Je n'ai jamais été à l'aise avec le fait d'être à plus de 100 km de mon dîner de toute façon. Alors, tant mieux. Ah, je t'entends déjà crier devant ton ordinateur. Mais de quoi il parle ? J'ai déjà vu des vidéos de pizza envoyées dans l'espace réel en utilisant une méthode similaire.
Pourquoi on devrait se contenter du bord de l'espace? De nombreuses caméras utilisées dans ces vidéos pour documenter le voyage de l'objet utilisent une lentille fish-eye. Cet objectif exagère la courbe de la Terre par rapport à ce à quoi elle ressemble depuis ses hauteurs, donnant l'illusion que la caméra est plus proche de l'espace qu'elle ne l'est. Bon, ce point est réglé, contrairement à la question de savoir ce qui est meilleur entre la pizza et le pain à l'ail. Nous avons donc maintenant notre ballon météo auquel nous avons attaché à contre-cœur notre pain à l'ail. Le moment du décollage est arrivé. Nous lançons le pain à l'ail dans le ciel et essuyons les larmes sur nos joues en le regardant disparaître au-delà des nuages. Comparé à une fusée, le rythme de notre ballon pourrait aussi bien être celui d'une tortue, même s'il se déplace à une vitesse de plus de 300 mètres par minute. Donc, un bon moyen de nous distraire de la tristesse du départ de notre pain est de nous demander ce qui va arriver à notre pain à l'ail pendant son voyage. En 2 heures, notre ballon météo peut s'élever au-dessus des nuages, plus haut que les trajectoires des avions à réaction, en traversant la couche d'ozone dans la stratosphère et en atteignant une altitude de 35 km ou plus. Le ballon supportera des températures aussi froides que -90°C, ce qui signifie que nous ferions mieux d'avoir un micro-ondes à portée de main s'il revenait vers nous. Le ballon se dilatera au fur et à mesure de son ascension, passant de 2 mètres à 8 mètres, car la pression de l'air diminue à mesure que le ballon monte dans l'atmosphère. Ce qui va se passer ensuite serait une expérience vraiment satisfaisante si notre nourriture n'était pas mise en danger. En effet, notre ballon météo va éclater. Et juste comme ça, notre pain à l'ail va entamer sa descente des cieux. Les conditions de vent détermineront à quelle distance du site de lancement le pain atterrira. Mais on peut s'attendre à ce qu'il n'atterrisse pas à plus de 120 km. Comme c'est le cas pour les expériences avec les ballons météorologiques, un parachute est attaché à la cargaison, ce qui permettra d'assurer le retour du pain en toute sécurité et les retrouvailles avec son meilleur ami, mon estomac. Même si c'est lui qui fait actuellement des bruits d'animaux à cause de la faim, ce sont de vrais animaux qui représentent maintenant une menace en tant que prédateurs potentiels pour nous arracher notre dîner. Les ingénieurs ont conçu des emballages pour des exercices comme celui-ci, équipés d'un GPS et d'un servomoteur. Cet emballage se fermera à environ 1000 mètres au-dessus du sol. Il protégera le pain à l'ail des points d'atterrissage indésirables et des diverses mâchoires du règne animal, ce qui augmentera considérablement la probabilité de pouvoir le manger si nous parvenons à le relocaliser. En réalité, les ballons météorologiques utilisés par des expériences comme celle-ci font plus de dégâts à la faune et à la nature que l'inverse. Les animaux marins comme les tortues confondent souvent les restes des ballons météo dans l'eau avec des méduses et les mangent en pensant qu'ils viennent de gagner un repas facile. Cela est dommageable pour ces animaux, car les composants de ces ballons météo contiennent du caoutchouc et de l'acide de batterie. Des arguments ont été avancés pour dire que les essais de ballons météorologiques sont en fin de compte une forme d'abandon de déchets. Si cette vidéo t'inspire à essayer d'envoyer de la nourriture dans l'espace à l'aide de ballons, garde ceci à l'esprit. La chasse est donc ouverte, pas pour les animaux sauvages, mais pour nous-mêmes. Mais quel est ce dicton? Échouer à se préparer, c'est se préparer à échouer. Se préparer à se passer de ce fantastique morceau de pain à l'ail que tu viens de lancer au bord de l'espace et que tu es maintenant en route pour récupérer? Non. Pour nous assurer que nous pourrons retrouver le pain une fois qu'il aura atterri, nous avons attaché des tracteurs radio au ballon avant de le lancer. Ceux-ci envoient un signal avec une position GPS au sol, qui est ensuite affichée sur une carte pour que nous puissions la suivre, ce qui nous donne une bonne idée de l'endroit où le pain à l'ail sera trouvé. Merci la technologie. Et juste comme ça, voilà, le moment est arrivé. Nous avons retrouvé notre pain à l'ail intact. Et après quelques câlins passionnés et caresses affectueuses, nous sommes prêts à en prendre une bouchée. Alors, l'attente en valait-elle la peine? Quel est son goût? Et peux-tu le manger? Oui, tu peux. Mais qu'en est-il du goût? Pas très bon en fait, car comme nous l'avions mentionné plus tôt, nous avons oublié le micro-ondes. Le pain a été congelé par les températures extrêmes qu'il a rencontrées pendant son voyage. Donc, il est tout congelé à l'intérieur. Mais avant même de pouvoir le découvrir, nous remarquons que lorsque nous voulons mordre un morceau de pain, il ne se coupe pas comme d'habitude. Au contraire, il se brise comme si nous venions de casser un morceau d'une brindille. Nous pouvons même entendre un bruit de craquement. Le pain chaud et moelleux n'est plus. Il vaudrait mieux que tu gardes ça pour le dessert, au cas où tu manquerais de crème glacée. En y réfléchissant bien, jetons-le à la poubelle.
Quoi qu'il en soit, c'était plutôt sympa de pouvoir envoyer ce pain à l'ail au bord de l'espace et de pouvoir quand même finir par le manger, non? Avant de m'évanouir d'inanition, je vais aller au magasin pour en acheter d'autres, que je n'enverrai certainement pas dans l'espace. Pourquoi ne pas nous dire dans les commentaires s'il y a des aliments que tu aimerais envoyer dans l'espace pour les pimenter un peu avant de les manger? La constellation d'Orion est la plus brillante de la voûte céleste. Orion se trouve dans le ciel nocturne pendant les mois d'hiver, lorsque les nuits sont les plus longues. Cela fait d'Orion la constellation la plus reconnaissable pour presque tout le monde. La plupart des étoiles ne semblent pas tellement bouger ou changer de position dans le ciel. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont statiques, c'est parce que notre Soleil se déplace avec elles à environ 777 000 km/h. C'est une grande parade qui orbite ensemble autour de la Voie lactée. Les 3 étoiles qui forment l'astérisme, ou figure d'étoile, de la ceinture d'Orion apparaissent dans la même position depuis plusieurs milliers d'années. Il existe une théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient utilisé les étoiles de la ceinture d'Orion comme modèle pour placer les pyramides de Gizeh. L'étoile la plus brillante de la ceinture d'Orion est celle du milieu, appelée Al-Nilam. C'est en rapport avec son emplacement qu'aurait été placée la grande pyramide de Khéops, haute de 147 mètres. À l'ouest de Khéops, et dans l'alignement précis de celle-ci, se trouve la pyramide de Khéphren, haute de 144 mètres. C'est exactement là que l'étoile Al-Nitak est alignée sur l'étoile brillante du milieu de la ceinture. À l'est de Khéops, là où l'étoile la plus pâle de la ceinture d'Orion, Mintaka, est légèrement décalée par rapport aux 2 autres, se trouve la plus petite des 3 pyramides. Mykérinos fait 65 mètres de haut et est légèrement décalée par rapport aux 2 autres pyramides. Ce seul exemple permet d'illustrer le profond impact que la constellation d'Orion a eu sur l'histoire de l'humanité. La figure d'Orion, de taille héroïque, a inspiré les Grecs anciens à créer une histoire semblable à une tapisserie. Elle implique 6 autres constellations réparties dans le ciel d'hiver, de printemps et d'été. Voyons ce que cette histoire nous raconte. Orion est représenté comme un chasseur. À l'époque, la chasse était un sujet important car les chasseurs fournissaient une bonne partie de la nourriture. Il y a donc beaucoup de choses liées à cette constellation, toute la chaîne alimentaire en fait. Dans le ciel, Orion est en lutte avec la constellation du Taureau, sauf que le Taureau n'est pas vraiment un taureau, c'est un auroch. Les aurochs sont aujourd'hui éteints, mais ils étaient autrefois très nombreux en Europe. Mesurant 1,80 m au garrot, avec de longues cornes pointues, les aurochs étaient des créatures puissantes et redoutables. Une grotte en Espagne est remplie de magnifiques peintures d'aurochs. Ces dessins datent d'il y a 15 000 ans. Dessinés de façon délicate, avec des pigments qui ne se sont pas effacés au cours des 150 derniers siècles, les renflements de la roche ressortent en 3 dimensions, comme les muscles des épaules des aurochs. La constellation du Taureau, ou auroch, se trouve également dans la grotte avec les célèbres amas d'étoiles, les Pléiades sur le dos et les Hyades sur son museau. Sur Internet, tu peux faire une visite virtuelle passionnante de cette grotte des taureaux pleine d'aurochs. On aurait peut-être dû la nommer Grotte des aurochs. Récemment, la signature ADN complète d'un auroch a été retrouvée sur un squelette bien préservé. Et les scientifiques espèrent faire renaître ces animaux. Aldébaran est l'étoile géante rouge et brillante qui marque l'œil du taureau. Les taureaux, lorsqu'ils sont en colère, ont toujours ce regard couleur sang. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mille, ou bull's-eye, sur une cible de fléchette ou de tir à l'arc, est toujours rouge. Derrière Orion se cache Léo le lion. Et oui, les lions ne vivent pas seulement en Afrique. La grotte des taureaux abrite aussi une peinture de Léo le lion. En effet, les hommes préhistoriques dessinaient aussi les constellations du zodiaque. Mais c'est une autre histoire, pour une autre fois. Orion se débarrasse à la fois du taureau et du lion. Et là, l'histoire devient intéressante. Orion affirme dans son moment de triomphe « Je peux vaincre tous les animaux que je veux ». L'orgueil d'Orion devient le centre de ce drame céleste lorsque Gaïa, ou la Terre, décide de s'en mêler. Les paroles d'Orion auraient pu résonner dans le monde entier. Il faut se figurer l'époque de la préhistoire, lorsque la civilisation humaine passait d'une société tribale de chasseurs-cueilleurs nomades à une société agraire et sédentaire. Cette dernière a développé des villages et des villes il y a près de 12 000 ans. La population humaine augmentait et les réserves de nourriture diminuaient. Il aurait fallu faire quelque chose à propos d'Orion et de tous les chasseurs, sans quoi la croissance démographique serait entravée. Maintenant, faisons entrer Gaïa dans l'histoire, mais pas dans le ciel. Il n'y a pas de constellation nommée Gaïa dans les cieux.
Gaïa est la Terre, née sans parents, directement du chaos élémentaire. Gaïa est la personnification féminine de notre planète, et le mot lui-même signifie « sol ». Tu pourrais être intéressé par une théorie scientifique moderne qui personnifie également la Terre comme un organisme vivant. Elle s'appelle la théorie Gaïa et est apparue pour la première fois dans les années 70. La théorie Gaïa présente la Terre comme une biosphère, comme si elle était vivante elle-même. Elle affirme que tous les composants de la planète fonctionnent ensemble comme un seul système dynamique, totalement interconnecté. C'est ce qu'on appelle la symbiose ou la synergie. Ensemble, ils produisent les conditions idéales pour la vie. La vie s'adapte pour réguler l'atmosphère à 21% d'oxygène, la salinité des océans à un maximum de 24,7% et les températures planétaires autour de 14 degrés Celsius. Pour illustrer la façon dont la vie s'adapte afin de maintenir le contrôle des changements de température planétaire, les auteurs de la théorie Gaïa ont créé la planète fictive Daisy World. Daisy World est entièrement recouverte de marguerites blanches et noires. Lorsque le soleil devient trop chaud, les marguerites noires commencent à disparaître, tandis que les marguerites blanches augmentent en population. La blancheur de ces fleurs reflète la lumière du soleil et la planète se refroidit. Si le soleil n'est pas assez chaud, les marguerites blanches voient leur population réduite et le nombre de marguerites noires augmente. Les fleurs noires absorbent la lumière du soleil et la planète se réchauffe. C'est Gaïa à l'œuvre. C'est en gros le même principe qui a créé l'oxygène et produit la couche d'ozone dans l'atmosphère. Cette couche aide à bloquer les rayons ultraviolets nocifs du soleil. Les scientifiques ont mis du temps à accepter la théorie Gaïa en raison du manque de preuves convaincantes. Mais de nos jours, nous disposons de superordinateurs capables d'apprendre seuls et dotés d'une intelligence artificielle. Ils permettront probablement d'intégrer les systèmes biologiques et géologiques de la Terre. Ainsi, nous pourrions avoir une image claire de la façon dont la planète fonctionne comme une biosphère autosuffisante. Maintenant, revenons à l'histoire d'Orion et voyons comment Gaïa s'est occupée du problème que l'hubris d'Orion a créé pour la planète. De toute évidence, Gaïa ne pouvait pas envoyer d'animaux plus féroces qu'un lion ou un auroch pour soumettre Orion. Alors Gaïa a fait plus petit. Elle a choisi un scorpion venimeux pour faire le travail, et il a fait le sale boulot. En été, la constellation du Scorpion rampe presque à la même latitude que le pied d'Orion. Le scorpion est peut-être un petit animal de la même famille des arachnides que les araignées et les tiques, mais dans le ciel, le scorpion est la 33e plus grande constellation sur les 88 qui existent. Il existe une règle générale selon laquelle plus une constellation est grande, plus il est probable qu'elle ait été repérée il y a longtemps par les premiers observateurs des astres. Ils avaient le choix des étoiles, premier arrivé, premier servi. Ils ont donc créé les grandes constellations en premier et les petites constellations plus tard. Si tu étais le premier dans la file d'attente d'un buffet, ne prendrais-tu pas de grandes portions en laissant les petits restes pour les autres? En commençant par ce gâteau au chocolat, par exemple. Dans cette histoire d'Orion, nous avons une collection de grandes constellations bien visibles, comme le Lion, le Taureau, Orion et le Scorpion, ce qui confirme la grande ancienneté de cette histoire. 3 constellations plus petites, le Lièvre, le Grand Chien et le Petit Chien, les 2 chiens de chasse d'Orion, complètent la tapisserie d'étoiles et ajoutent une intrigue secondaire intéressante. Ce que nous avons alors est une fable présentant 2 visions du monde, ou cosmologies différentes, celle de Gaïa et celle d'Orion. L'une est féminine et l'autre est classiquement masculine. L'une s'engage à dominer le monde naturel, c'est l'archétype d'Orion. L'autre est engagée dans la survie de la planète envers toutes les circonstances, c'est Gaïa. Les deux peuvent sembler opposés, mais peut-être sont-elles complémentaires. Orion et le Scorpion se trouvent aux côtés opposés du ciel, l'un en hiver, l'autre en été. Ils agissent comme 2 pôles, nord et sud, du même aimant, notre planète. C'est ce que nous voyons se produire de nos jours. La science et la technologie deviennent de plus en plus sensibles à l'environnement naturel. Des myriades de satellites surveillent la biosphère de la Terre. Gaïa et Orion commencent à travailler ensemble vers ce que les Grecs anciens appelaient Kalo-Kagatia ou harmonie. C'est ce que nous appelons synergie et symbiose de nos jours. Faisons en sorte que cette synergie reste forte. La chaleur du Soleil est sous nos pieds. Les scientifiques ont découvert que le noyau de la Terre est en réalité aussi chaud que la surface du Soleil.
environ 6000 degrés Celsius. L'une des raisons pour lesquelles il fait si chaud là-dessous est que la Terre perd encore de la chaleur datant de sa création, il y a des milliards d'années. De plus, lorsqu'un objet aussi gros que Mars a percuté la jeune Terre, il a non seulement créé la Lune, selon une théorie, mais il a aussi fait fondre la surface de la planète. Une grande partie de cette chaleur supplémentaire est probablement encore stockée à l'intérieur du noyau. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est plus difficile pour nous d'accéder au noyau de la planète que de sonder la surface de Pluton. En fait, il y a de fortes chances que nous ne développions jamais une technologie qui nous permette d'atteindre physiquement le noyau. Il n'y a pas d'air sur la Lune, mais alors comment peut-il y avoir de la rouille ? Des scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune, qui est une sorte de rouille. Un instrument de recherche spécial de la NASA a examiné la lumière réfléchie par la surface de la Lune. Il s'est avéré que la composition des pôles de notre satellite naturel était très différente du reste de la Lune. La surface est parsemée de roches riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut pas apparaître. Les vents solaires ajoutent au mystère. Ils bombardent la Lune d'hydrogène. Or, l'hydrogène rend la formation d'hématite beaucoup plus difficile. Même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle a toujours des traces d'oxygène. Sa source est la haute atmosphère de notre planète. La Terre protège aussi la Lune de presque 100% des vents solaires, mais pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est complètement sec, il pourrait y avoir de la glace d'eau dans les cratères ombragés de sa face cachée. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés, et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de Mars déchireront Phobos et cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de la planète. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Au centre de la Terre, le noyau occupe 15% du volume de la planète. Il se compose de 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau interne est une boule solide composée de fer et de nickel. Son rayon est de 1220 km, ce qui représente 20% du rayon de la Terre entière et 80% du rayon de la Lune. Le noyau externe, d'une épaisseur de 2400 km, est liquide. Il est aussi composé de fer et de nickel, mais il n'est pas assez sous pression pour être solide. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire. Bien que de nos jours tout semble calme sur Mars, dans le passé, une sorte de force a provoqué la formation et l'éruption d'énormes volcans. L'un de ces volcans est Olympus Mons. Il mesure 26 km de haut, soit 3 fois la hauteur de l'Everest, et 600 km de large, soit la taille de l'Arizona. Le volcan a atteint une telle taille à cause de la faible gravité sur Mars et de l'absence de mouvement des plaques tectoniques. La gravité n'est pas la même partout. Les roches, métaux et autres minéraux et substances qui composent la planète sont plus serrés dans le sol à certains endroits qu'à d'autres. Cela a des conséquences surprenantes. La gravité varie légèrement selon l'endroit où tu te trouves. Tu pèses 0,5% de moins à l'équateur qu'au pôle. Dans la plupart des cas, cela représente une différence de moins d'1 kilo. L'altitude à laquelle tu te trouves a aussi un effet. Donc si tu étais au sommet du mont Everest, tu pèserais aussi légèrement moins. L'être vivant le plus résistant de la Terre est si petit que tu ne peux pas le voir. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont de mignonnes petites créatures avec 8 pattes et des têtes écrasées qui font moins d'1 centième de centimètre. Malgré leur taille microscopique, ils peuvent survivre pratiquement partout. Ils préfèrent les morceaux de mousse humide ou le fond des lacs, mais ils ne se plaindront pas si tu les places dans un endroit vraiment inconfortable. Ils peuvent supporter un froid extrême et une chaleur incroyable, et survivre à une pression énorme et à des radiations élevées. Certains de ces oursons ont même réussi à survivre sans protection dans l'espace pendant 10 jours. Ils gèrent tout cela en se roulant en boule et en hibernant, ce qui réduit leurs besoins en oxygène et en nourriture. La gravité de la Lune est environ 17% de celle de la Terre. Si tu pesais 91 kg sur notre planète, ton poids lunaire passerait à seulement 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu peux porter sur Terre. Il serait aussi plus facile de marcher sur la surface de la Lune. Mais ce serait aussi plus dangereux.
Tes pieds, à l'intérieur d'une combinaison spatiale lourde, s'enfonceraient dans le sol lunaire jusqu'à 15 cm de profondeur. Mais imaginons que tu décides d'éviter le processus fastidieux de la marche en sautant dans les airs. Tu perdrais alors probablement le contrôle de tes sauts en un rien de temps. De plus, la surface de la Lune est jonchée de profonds cratères. Les éviter tous serait un exploit. Tu peux voir les éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 50 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil à cause de son orbite changeante. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûte la somme faramineuse de 12 millions de dollars, dont 70% sont consacrés aux modules de commande et au sac à dos. Au centre même d'Uranus, il y a un noyau rocheux, relativement petit, juste la moitié de la masse de la Terre. Comparé aux autres planètes, le noyau d'Uranus est plutôt froid, 5000 degrés Celsius. Un manteau de glace entoure le noyau solide, et il représente la plus grande partie de la planète, environ 80%. Mais ce n'est pas la glace à laquelle tu pourrais penser. C'est un fluide chaud et dense, composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane, parfois appelé océan d'eau et d'ammoniac. L'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, mais elle a cette teinte bleu-vert à cause du gaz méthane qui absorbe la lumière rouge. L'océan sur Jupiter est plus grand que tous les autres du système solaire, mais contrairement aux océans de la Terre, il n'est pas fait d'eau, mais d'hydrogène métallique. La profondeur de cet océan est époustouflante, 40 000 km, soit presque autant que la circonférence de la Terre. Vénus est une championne en matière de volcans. Elle en compte environ 1600, mais aucun d'entre eux n'est connu pour entrer en éruption. Il y a un trou noir supermassif à 250 millions d'années-lumière de nous. Il émet le son le plus profond jamais détecté pour un objet de l'univers. Il est 57 octaves plus bas que le Do central de ton piano. C'est un quadrillion de fois plus profond que ce que nous pouvons entendre. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'avait pas encore fini de se refroidir. Il existe des planètes qui ne sont liées à aucune orbite stellaire et qui errent sans but dans l'espace. Parmi les objets spatiaux les plus spectaculaires se trouvent les pulsars. Les pulsars sont un type d'étoile à neutrons. Ils expulsent une partie de leur matière presque à la vitesse de la lumière. Les pulsars réguliers tournent à une vitesse raisonnable, entre 1/10 et 60 fois par seconde. Mais les pulsars millisecondes peuvent tourner à une vitesse impressionnante de 700 fois par seconde, ce qui est bien trop rapide pour que l'œil humain puisse le détecter. Lorsqu'ils tournent, ils émettent un faisceau de radiation depuis leur axe qui ressemble à la lumière d'un phare. Les astronomes peuvent remarquer les pulsars lorsqu'ils font face à la Terre, car on dirait qu'une lumière est braquée sur notre planète. Lorsque la lumière brille ailleurs, le pulsar ne peut pas être vu. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu veux une preuve ? 99,86% de toute la masse du système solaire est la masse du Soleil, composée en particulier de l'hydrogène et de l'hélium. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète de 1 mètre de large, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle tu t'attends. Il neige des métaux et il pleut de l'acide. Pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. Vénus était très probablement couverte d'océans d'une profondeur de 10 à 300 mètres. De plus, une certaine quantité d'eau était prisonnière du sol de la planète. Celle-ci avait des températures stables de 20 à 50 degrés Celsius, qui étaient donc assez tolérables et pas si différentes des températures actuelles sur Terre. Bref, pendant 3 milliards d'années, jusqu'à ce que quelque chose d'irrévocable se produise il y a 700 millions d'années, Vénus aurait pu être habitable. Mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. La Lune est le deuxième objet le plus lumineux de notre ciel. Pourtant, parmi les autres corps astronomiques, c'est l'un des plus sombres et des moins réfléchissants. Mais notre satellite naturel semble brillant parce qu'il est très proche de nous.
De la même façon, notre planète semble beaucoup plus lumineuse lorsque tu la regardes depuis l'espace. C'est parce que les nuages, la glace et la neige réfléchissent beaucoup plus de lumière que la plupart des roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne deviendrait 7 fois plus lumineux. Les étoiles à neutrons font partie des objets les plus petits et les plus massifs de l'espace. Elles ont généralement un diamètre d'environ 18 km, mais sont plusieurs fois plus lourdes que le Soleil. Et elles tournent sur elles-mêmes environ 600 fois par seconde, bien plus vite qu'un patineur artistique professionnel. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Elle a une densité équivalente à 1/8 de celle de la Terre. Et pourtant, à cause de son immense volume, la planète est 95 fois plus massive que la Terre. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques qui se produisent sur la Lune. Il s'agit d'un changement éphémère de lumière, de couleur ou autre à la surface du satellite. Le plus souvent, il s'agit de flashs lumineux aléatoires. Les astronomes observent ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs se produisaient de façon imprévisible. Parfois, ils peuvent se produire plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais certains ont duré plusieurs heures. En 1969, un jour avant qu'Apollo 11 ne se pose sur la Lune, l'un des membres de la mission a remarqué qu'une partie de la surface lunaire était plus éclairée que le paysage environnant. On aurait dit que cette zone avait une sorte de fluorescence. Malheureusement, on ne sait toujours pas si ce phénomène était lié au mystérieux flash lunaire. Les déchets ne sont pas seulement un problème dans les océans, les villes et les forêts de la Terre. Il existe ce que l'on appelle les déchets spatiaux, c'est-à-dire tout objet fabriqué par l'homme qui a été laissé dans l'espace et qui ne sert plus à rien. Il y a aussi des débris naturels provenant de météorites et d'autres objets cosmiques. Il y a actuellement plus de 500 000 débris spatiaux en orbite autour de la Terre, à des vitesses suffisamment élevées pour causer des dommages importants s'ils entrent en collision avec un vaisseau spatial ou un satellite. La NASA fait de son mieux pour suivre chaque objet afin de s'assurer que les missions hors de la Terre puissent atteindre leur destination en toute sécurité. Notre Soleil est incroyablement massif. Pour preuve, 99,86% de toute la masse du système solaire consiste en la masse du Soleil, en particulier l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. La température de la surface atteint 5500 degrés Celsius, mais la haute atmosphère atteint des millions de degrés. Si l'on pouvait creuser un tunnel directement au centre de la planète et ressortir par le côté opposé, et que tu étais assez aventureux pour sauter dedans, il te faudrait 42 minutes pour le traverser. Tu accélérerais au fur et à mesure de ta chute pour atteindre la vitesse maximale au moment où tu atteindrais le noyau de la Terre. Après la moitié du trajet, tu tomberais ensuite vers le haut, de plus en plus lentement. Au moment où tu atteindrais la surface opposée, ta vitesse serait de nouveau à 0. À moins que tu ne parviennes à t'extraire du trou, tu recommencerais immédiatement à tomber, pour redescendre, ou remonter, vers l'autre côté de la planète. Ce voyage durerait une éternité, et ce, à cause des effets bizarres de la gravité. Il pourrait y avoir plus de métaux, par exemple du titane ou du fer, dans les cratères lunaires, que ne le pensaient les astronomes. Le plus gros problème avec cette découverte ? Elle contredit la principale théorie sur la façon dont la Lune s'est formée. Cette théorie stipule que le satellite naturel de la Terre s'est détaché de notre planète après une collision avec un objet spatial massif. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre, pauvre en métaux, contient-elle beaucoup moins d'oxyde de fer que celle de la Lune? Cela pourrait signifier que la Lune s'est formée à partir des matériaux se trouvant bien plus profondément à l'intérieur de notre planète. Ou bien ces métaux pourraient être apparus lorsque la surface lunaire, en fusion, se refroidissait lentement. Ou peut-être, comme on le dit depuis des siècles, qu'elle est faite de fromage. La Terre pourrait avoir été violette avant de devenir bleue et verte. Un scientifique a une théorie selon laquelle une substance existait dans les anciens microbes avant que la chlorophylle, cette chose qui rend les plantes vertes, n'évolue sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et en mauve, couleurs qui se combinaient pour donner du violet. Si c'est vrai, la jeune Terre a peut-être regorgé d'étranges plantes de couleur violette avant que toutes ces choses vertes n'apparaissent. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest, le plus haut sommet de la Terre par rapport au niveau de la mer. Si tu te tenais au sommet d'Olympus Mons, tu ne comprendrais pas que tu te trouves sur une montagne. Ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète.
Les astronomes ont trouvé un énorme réservoir d'eau dans l'espace, le plus grand jamais détecté. Dommage que ce soit aussi le plus éloigné. Il est situé à 12 milliards d'années-lumière de nous. Ce nuage de vapeur d'eau contient 140 000 milliards de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Vénus tourne à son propre rythme, sans se presser. Une rotation complète prend 243 jours terrestres. Et il faut à la planète un peu moins de 225 jours terrestres pour faire le tour complet du Soleil. Cela signifie qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Il y a très peu d'activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, des mini-séismes lunaires, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se produisent parfois à plusieurs kilomètres sous la surface. Ensuite, de minuscules fissures et fractures apparaissent à la surface du satellite et des gaz s'en échappent. Mars est la dernière des 4 planètes intérieures, que l'on appelle aussi telluriques car elles sont composées de roches et de métaux. La planète rouge a un noyau composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Il mesure entre 1500 et 1900 km de diamètre. Mais ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars n'a pas de champ magnétique à l'échelle de la planète. Le faible champ magnétique qu'elle possède ne représente qu'1 centième de celui de la Terre. Lorsque les planètes du système solaire ont commencé à se former, la Terre n'a pas eu de lune pendant très longtemps. Il a fallu 100 millions d'années pour que notre satellite naturel apparaisse. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Lune est apparue, mais celle qui prévaut est la théorie de la fission. Elle affirme que la Lune s'est formée lorsqu'un objet est entré en collision avec la Terre, envoyant des particules dans tous les sens. La gravité a rassemblé les particules et la Lune a été créée. Elle a fini par se poser sur le plan de l'écliptique de la Terre, qui est la trajectoire actuelle de la Lune. Le plus grand être vivant sur Terre s'avère être un champignon dans l'Oregon. Cet énorme champignon Armillaria vit dans la forêt nationale de Malheur et couvre une superficie de 9,5 km². Il pourrait avoir jusqu'à 8500 ans. Mais on peut te pardonner de l'avoir manqué, car il est en grande partie caché sous terre. Lorsque les racines d'armillariés individuels se rencontrent, elles peuvent fusionner pour devenir un seul champignon, ce qui explique comment celui-ci est devenu si grand. Si tu pouvais rassembler tous ces champignons en une seule grosse boule, elle pourrait peser jusqu'à 35 000 tonnes. C'est à peu près aussi lourd que 200 baleines grises. Le plus grand astéroïde du système solaire s'appelle Vesta, et il est si gros qu'on le qualifie parfois de planète naine. Un voyage vers la 2e étoile la plus proche de nous, après le Soleil, te prendrait 5 millions d'années en avion de ligne. C'est ce qu'on appelle un vol ultra long courrier. L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Ne devrait-elle pas éclairer tout ce qui se trouve autour ? En réalité, on ne voit pas d'étoiles partout, car certaines d'entre elles n'existent pas depuis assez longtemps pour que leur lumière atteigne la Terre. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés. Et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Certains scientifiques pensent que notre planète possédait autrefois un satellite supplémentaire. D'après leurs recherches, un corps céleste plus petit, d'environ 1100 km de large, tournait autour de la Terre comme une deuxième lune. Il s'est très probablement écrasé sur notre satellite principal par la suite. Une telle collision pourrait expliquer pourquoi les deux faces de la Lune ont l'air si différentes l'une de l'autre, l'une étant fortement cratérisée et rugueuse. L'univers n'est pas statique. Il évolue en permanence et grandit dans toutes les directions. Il est en expansion et les scientifiques l'ont découvert il y a presque un siècle. Mais il ne le fait pas à un rythme stable. Plus le temps passe, plus l'univers s'étend rapidement. Et par conséquent, les étoiles, les planètes et les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, ce qui laisse plus d'espace entre elles. Mais alors, dans ce cas, l'univers est censé se refroidir à mesure qu'il s'étend, n'est-ce pas ? Car après tout, il était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud lorsque le Big Bang s'est produit. Et pendant son expansion, l'espace s'est refroidi, créant ainsi les conditions nécessaires à la formation de planètes, d'étoiles et d'autres objets spatiaux. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe actuellement, et les scientifiques ont été tout aussi surpris de le découvrir. Notre univers se réchauffe. Ils ont observé la température de gaz cosmiques éloignés de notre planète natale par rapport à de jeunes gaz plus proches de la Terre. Comme on mesure les distances spatiales en années-lumière, les régions plus éloignées sont comme une fenêtre sur le passé, tandis que les régions plus proches permettent une observation du temps présent.
Bref, ils ont découvert que la température d'un certain gaz dans l'espace a augmenté plus de 10 fois au cours des 10 derniers milliards d'années. Et la température du gaz cosmique répandu dans tout l'univers peut atteindre environ 2 millions de degrés Celsius. Waouh! À mesure que l'univers s'étend, la force gravitationnelle fait son œuvre et tire le gaz et la matière noire ensemble. Elle fait un travail assez titanesque puisqu'elle crée des galaxies et des amas de galaxies à partir de ces matières. Et ce processus est totalement chaotique. Tellement chaotique que de plus en plus de gaz se réchauffent pendant que tout cela se produit. L'espace était extrêmement chaud lorsqu'il venait de se former il y a 13,7 milliards d'années. Et s'il redevenait aussi chaud? Les scientifiques observent la situation. Ils ont découvert que les températures dans l'espace ont augmenté en mesurant les gaz cosmiques en utilisant une méthode appelée décalage vers le rouge. Ils utilisent généralement cette méthode lorsqu'ils veulent voir à quelle distance se trouvent certains objets spatiaux. Ceux qui sont plus proches de nous ont des longueurs d'onde lumineuses plus courtes. Plus un objet est éloigné, plus ces longueurs d'onde lumineuses sont longues. Et on peut déterminer la température d'un certain objet à partir de sa lumière. En moyenne, l'espace est un endroit plutôt froid. La lueur résiduelle du Big Bang s'appelle CMB, qui est l'abréviation de Cosmic Microwave Background, fond diffus cosmologique en français. Il est si puissant et intense qu'il baigne l'univers entier dans la lumière. C'est la seule chose qui réchauffe significativement la matière. Mais il existe de nombreux mécanismes, à plus petite échelle, qui contribuent à réchauffer la matière dans l'univers. Et ils pourraient s'emballer si l'espace se réchauffe. Prenons les étoiles par exemple. Elles émettent un rayonnement qui affecte la poussière et le gaz à proximité. Elles rayonnent aussi dans l'infrarouge lointain. Lorsqu'une étoile est à son stade initial, le rayonnement qui en provient forme des structures protoplanétaires qui ressemblent à des disques. Ils se forment principalement dans un seul plan, et une étoile centrale brillante produit un gaz avec des reflets bleus. Il s'est passé la même chose avec notre système planétaire. Une forte énergie et des forces gravitationnelles ont provoqué des collisions, de la poussière et du gaz dans un tourbillon incontrôlé qui a formé des planètes. C'est pourquoi la plupart des planètes de notre système solaire orbitent dans la même direction. C'est aussi la direction dans laquelle ce tourbillon géant tournait il y a longtemps. Étoiles actives, galaxies en collision, cataclysmes stellaires, trous noirs, étoiles à neutrons, l'univers a tellement de sources d'énergie. Et lorsqu'on entoure la matière normale de l'espace d'un environnement aussi énergique, elle se réchauffe considérablement. Lorsque tu chauffes quelque chose, de l'énergie en rayonne d'une certaine façon. Dans la plupart des cas, les galaxies n'ont que quelques zones où les étoiles se forment, dans des régions où le gaz s'effondre. Une bulle qui entoure cette zone contient de l'hydrogène ionisé. Les 3/4 de notre Soleil sont constitués d'hydrogène. Grâce à cet hydrogène, le Soleil nous tient chaud. Dans son noyau, l'hydrogène se transforme en hélium et provoque une fusion atomique. C'est comme ça que notre Soleil libère son énergie. Les radiations chauffent tout ce gaz à des millions de degrés. En même temps, il ionise un grand nombre d'atomes et de molécules, ce qui signifie qu'il les transforme en ions. Les atomes sont des particules neutres, tandis que les ions sont des particules chargées négativement ou positivement. Si l'univers se réchauffe, notre Soleil pourrait aussi se réchauffer. Si sa température atteignait 30 000 degrés Kelvin, il pourrait devenir suffisamment chaud pour ioniser tous les matériaux qu'il a précédemment éjectés. Et cela pourrait créer une véritable nébuleuse planétaire. Il s'agirait d'une nébuleuse en forme d'anneau qui se forme généralement à cause d'un gaz en expansion qui entoure une étoile vieillissante. Comme la température ne cesse d'augmenter, l'hydrogène s'ionise. À quelques milliers de degrés, cela pourrait rendre les nébuleuses de notre système solaire roses avec des lignes d'émission. Notre Soleil pourrait arriver à sa fin s'il atteignait la température de 50 000 degrés Kelvin. Et si tu pouvais flotter dans l'espace et t'en approcher, tu le verrais briller dans des tons verts sinistres à cause de l'oxygène doublement ionisé. Les phénomènes à haute énergie font en sorte que davantage de galaxies entrent en collision. Cela chauffe encore plus les gaz et finit par provoquer des émissions de rayons X. Maintenant, qu'en est-il des trous noirs et des étoiles à neutrons qui rayonnent? Quand ils s'emballent, ils peuvent façonner des galaxies entières et qui sait quoi d'autre? Peut-être aurons-nous aussi plus de masers. Ce sont des lasers naturels produits par notre univers.
Ils apparaissent lorsque de grandes populations de molécules reçoivent de grandes quantités d'énergie. À l'heure actuelle, les scientifiques ont trouvé le maser le plus puissant, mais aussi le plus éloigné, et il est si puissant qu'il est plus lumineux que la lumière que produirait 6000 soleils, et ce, dans une seule ligne d'émission. Peut-être que nous découvrirons alors des masers encore plus puissants, dans le cas où nous serions encore là. Parce qu'à mesure que l'univers se réchauffe, le rayonnement cosmique devient plus fort, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la vie sur Terre. L'augmentation du rayonnement cosmique pourrait nous nuire. Qui sait si la vie serait même possible sur Terre dans ce cas, ou si la puissante force gravitationnelle ne ferait pas s'écraser notre planète natale sur une autre. Mais peut-être que la vie telle que nous la connaissons ne disparaîtrait pas complètement. Ou si cela arrivait, elle pourrait retrouver sa place d'une manière ou d'une autre, peut-être dans un avenir lointain. Il est possible que notre univers puisse de nouveau accueillir la vie dans ses formes primitives. Cela n'a pas l'air très plausible quand on pense au chaos que le Big Bang a provoqué, n'est-ce pas ? Mais ce n'était que le début. Après que les choses se sont un peu calmées, les restes des premières étoiles ont formé des planètes telluriques. Dans notre système solaire, il s'agit de la Terre, Mars, Mercure et Vénus. Tu ne peux pas poser les pieds sur les autres car ce sont des géantes gazeuses. À l'époque, le rayonnement était assez intense, donc les planètes telluriques avaient un environnement adéquat pour se former. Car il faut beaucoup d'énergie pour faire tourbillonner la poussière et les particules et cuire une planète à ce point. Cette période de temps coïncide à peu près avec celle où les premières étoiles se sont formées dans notre univers. Les anciennes étoiles étaient bien plus grosses que notre Soleil, mais elles vivaient moins longtemps. Elles ont simplement fini par exploser en supernova et elles ont laissé des métaux lourds dans l'espace qui les entourait. Ce sont les particules à partir desquelles les planètes telluriques se sont formées. À l'époque, les radiations se répandaient dans tout l'univers. Cela a changé au fil du temps. Aujourd'hui, on est proche du zéro absolu. 400 000 ans après le Big Bang, lorsque les atomes d'hydrogène se sont formés, le fond diffus cosmologique était presque aussi chaud que la surface de notre Soleil. Et environ 15 millions d'années après le Big Bang, sa température était proche de la température ambiante, soit environ 27 degrés Celsius. Ces événements se sont produits dans tout l'univers, si bien que de nombreuses planètes auraient pu abriter la vie. Si nous étions l'un de ces mondes anciens, nous n'aurions pas besoin d'une étoile pour nous tenir chaud, car le fond diffus cosmologique serait suffisant. Il est donc possible que la vie dans l'espace soit bien plus ancienne que nous le pensons. Il pourrait y avoir... Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en sons audibles. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'1 milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste fin. Pas de panique. Tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit.
La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même, et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace, une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernova. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement, pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière est survécue. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, 2 fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée appelé Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup. Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Ça fait bien 100%, non ? Maintenant, regardons la Lune. Elle nous regarde toujours d'un seul côté. Cela signifie que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil ne l'atteignent jamais. C'est un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. C'est juste que sa rotation est parfaitement alignée avec celle de la Terre. Ainsi, lorsque tu regardes la Lune, tu ne vois qu'un côté.
bien qu'il y ait aussi des jours où le soleil y brille, donc ce n'est pas la face cachée, c'est la face éloignée. Et nous avons même des photos de cet endroit. Et il y a l'un des plus grands cratères de tout le système solaire, le bassin du pôle Sud-Aitken. Il est aussi large que 2 États du Texas. Yeehaw! Un mythe qui s'est aussi révélé faux insinuait que personne ne serait jamais allé sur la Lune. Ceci est la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci. En fait, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes n'en ont pas eu besoin quand ils ont quitté la Lune, et les ont jetées quand la marche lunaire a été terminée. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même jeté les accoudoirs des sièges du module lunaire pour réduire son poids. En comptant toutes les missions lunaires Apollo, le poids total des déchets sur la Lune s'élève à environ 187 tonnes, y compris plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, 6 modules lunaires et toutes les expériences laissées derrière. C'est comme 3 Boeing 737. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. On va t'envoyer dans l'espace pour celui-ci. Tu regardes par la fenêtre et il est blanc. Le Soleil nous semble jaune seulement à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment juste la lumière de l'étoile. Mais les étoiles ont tout de même des couleurs différentes. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vive. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se situe à peu près au milieu de ce spectre. Passons à un autre mythe, concernant les astéroïdes. Nous devons voler un peu plus loin que l'orbite de Mars. Wow! Nous voici dans une ceinture d'astéroïdes, et nous devons constamment esquiver des roches géantes et des blocs de glace. On s'est retrouvé au milieu d'un nuage dense et concentré en astéroïdes. Non, pas vraiment. Le fait est que l'espace est énorme, et les distances sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Donc il n'y en a vraiment pas tant que ça là-bas. Pour comprendre la dimension du vide dans l'espace, regarde la collision de 2 galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Même ici. Wouch! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque 2 fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003, une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'ils s'apprêtaient à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2. Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies. De la vie sur la planète rouge. L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu. L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre. Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé, mais ils n'ont pas décelé d'erreur technique. D'autres ont émis une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu, jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourrait être les restes du module perdu. Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars ? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage, comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, 2 yeux, une bouche
et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux? On peut facilement comprendre pourquoi il porte ce surnom. Ou encore des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues. Il s'agit d'une mer de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yeeha! La planète rouge est généralement connue pour ses dunes de sable brun. Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausse couleur. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre deux éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre Grand Canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyons de 4000 km de long, appelé Valles Marineris. Et il est 10 fois plus long que le Grand Canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de tectonique de plaques active, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, Dôme de Tharsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus Mons, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers, et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyons. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation s'est dispersé. Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace, qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque. C'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil. Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près. C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martienne encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète. Planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre. Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout, ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roches ou même de microbes pourrait être piégé à l'intérieur ? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années, sur Mars bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aura-t-il même une forme de vie à la surface de la planète. Un fort impact de météorites responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge pourrait être à l'origine de cette méga inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stries sombres,
qui semble s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. De plus en plus de choses nous laissent penser que Mars a un jour été habitable. Mars est la seule planète que nous connaissions où vivent uniquement des robots. 5 rovers composent la population martienne. Il s'agit de Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner et Curiosity. Ces robots sont là pour prendre des photos et prélever des échantillons de sol et d'air et peut-être même trouver de la vie sur la planète rouge. Et un jour, nous les retrouverons peut-être sur Mars. Qui sait? Ah, et au fait, si tu pouvais vraiment monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années sur Mars, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner pour en parler. C'est moi qui régale. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment? Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elle se met à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son, et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particule. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques et la distance de vide qui les sépare est énorme. À titre de comparaison, 1 cm3 d'air contient environ 1000 atomes. Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte, comme dans le cas d'une supernova par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace? Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisse soupe chimique. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense? Qu'entendrions-nous? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense, le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air, à une vitesse de presque 2 km par seconde.
Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas? Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière. Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autres choses. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale. Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres, ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance. Mais c'est quand même mieux que rien, non? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Persée, qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sang. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi, mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radio. Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment? Simplement parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouge tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre. Puis, essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique. Avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt écoute, le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace. Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques. En d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Un astronaute dit quelque chose à son collègue. Les ondes sonores se transforment en ondes radio, atteignent l'autre personne et sont ensuite reconverties en sons. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'on appelle les sons de l'espace. Notre planète est d'ailleurs très bruyante à cet égard. Nous envoyons une énorme quantité d'ondes radio dans l'univers, tous les signaux radio que nous avons déjà écoutés. Dommage qu'ils ne voyagent qu'à 110 années-lumière de nous. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'entende pas tout ce qui se passe dans l'espace. Imagine que le son puisse facilement voyager dans l'univers. On entendrait absolument tout, des éruptions solaires aux supernovas. Assourdissant, n'est-ce pas ?